Alors, Koué tout le monde, Watcha, bonjour et bienvenue à notre deuxième webinaire sur le sujet de la relance économique durable en contexte de la nordicité. Alors, je me nomme Chantal Hamelin du secrétariat, je suis la directrice générale. Je suis accompagnée aujourd'hui de Jacqueline Monfournier et de Maggie Kistabiche. Alors, pour fin de présentation du secrétariat, vous allez me permettre, s'il vous plaît, de partager mon écran. Alors, donnez-moi 2 secondes. Alors, pour vous présenter le secrétariat aux alliances économiques Nation Crée Abitibi-Témiscamingue est un organisme à but non lucratif. Le secrétariat a plus de 17 ans déjà. Il compte plus de 2000 abonnés dans son réseau. Alors, avec succès, il a rassemblé les communautés d'affaires et est reconnu à la fois chez les Cris, les Jamésiens, les gens de l'Abitibi-Témiscamingue et au-delà des frontières du Québec. Alors, comme plusieurs d'entre vous nous connaissez, mais vous savez qu'on organise plusieurs événements, alors des conférences annuelles, des journées maillage et des missions d'orientation qui facilitent les alliances, le développement des alliances stratégiques. Alors, ces activités-là sont basées sur nos 4 piliers. Alors, nous informons, nous communiquons, nous encourageons les échanges et on rassemble les gens. Alors, comme plusieurs d'entre nous, vous savez, la situation de la COVID-19 nous a amenés à développer ces webinaires que je suis convaincue que vous allez aimer par la qualité de l'information qui est partagée avec vous. Alors, qui m'amène à vous expliquer un petit peu la poutine et le processus pendant notre webinaire. Alors, afin de maximiser l'expérience de tout le monde, alors on vous demanderait, s'il vous plaît, de garder votre vidéo et votre son fermé pendant notre webinaire, s'il vous plaît. Et toutes les questions vont pouvoir être posées via le chat que vous allez retrouver en bas de votre écran. Et s'il vous plaît, posez vos questions directement avec Jacqueline Monfournier en privé. Vous pouvez le faire à l'intérieur du chat. Alors, ce webinaire va être enregistré et ensuite déposé sur notre site Internet et envoyé à tous nos participants. Alors, c'est avec plaisir que je vous présente nos 2 conférenciers d'aujourd'hui. Alors, Denis Audette qui vous parlera des initiatives énergétiques dans le nord québécois, au-delà de la pointe de l'iceberg. Alors, après plus de 20 ans d'expérience dans le nord du Québec au sein de l'administration régionale Kativik-Akujouak et de divers ministères du gouvernement du Québec, M. Denis Audette décide en 2009 de relever de nouveaux défis en acceptant un poste au bureau de la coordination du nord du Québec, du ministère des Transports. Parmi les mandats clés qui lui sont confiés, celui de coordonner la première étude d'évaluation environnementale et sociale associée au Plan Nord compte au nombre des défis professionnels les plus ambitieux et les plus exigeants qu'il ait relevés au cours des dernières années. Cette étude se penchait sur le prolongement de la route 167 vers les Monts-Otiches. Parallèlement, il participe à différents travaux liés aux travaux routiers et aériens. Depuis 2016, il est aussi chargé de cours à l'Université de Sherbrooke dans le domaine des enjeux environnementaux du Nord québécois. Nous avons aussi avec nous Isabelle Leblanc qui vous présente les programmes de Fonds Éco-Leader. Isabelle s'est jointe à l'équipe du Fonds Éco-Leader en janvier 2020 à titre d'agente pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle détient un baccalauréat en communication et un certificat en gestion des ressources humaines. Alors, il me fait plaisir de céder la parole à M. Audette. Et je vous reviens totalement à la fin pour la conclusion. Alors, à vous, M. Audette. Est-ce que son écran est en fonction? Malheureusement, non, la compatibilité de... OK. Je vais partager le mien. Désolé. C'est pas parfait, mais on va se débrouiller avec ça.
Bonjour à tous et à toutes. Dans le temps qui m'est alloué, peut-être une 15-20 minutes, je vais essayer de faire le tour de la situation pour vous brosser un tableau sur les initiatives énergétiques du Nord québécois. Lorsque le secrétariat m'a contacté pour faire une présentation, j'ai été emballé, surtout, comme l'a mentionné Mme Hamelin, suite de l'abandon de l'atelier. C'était quand même important de partager certaines informations, dont celles reliées au domaine énergétique. Et après un petit peu de créativité ou de brainstorming avec l'équipe de secrétariat, j'en ai venu à l'idée de vous faire partager un petit peu les initiatives du Nord. Ça s'intitule Au-delà de la pointe de l'iceberg. Donc, durant ma présentation, je vous présenterai ce qui est connu au-dessus de l'eau. Et il y a sans doute plein de choses qu'on ne connaît pas en dessous de l'eau que vous allez peut-être nous partager et autres dans le futur. Mais l'important pour amorcer ce domaine-là, c'est d'avoir une connaissance minimale de ce qui se passe au-dessus de l'eau. Suivante, s'il vous plaît. Oui, je vais essayer. Je vais Ouais, essayer. ouais, C'est parce que ça ne roule pas aussi bien que les ouais. diapos. OK, fait que finalement, il y a plusieurs points, mais c'est chaque point seulement 2 ou 3 diapositives. Donc, on parlera brièvement du plan Nord, des priorités d'action, de l'hydroélectricité qu'on connaît, des leçons apprises du passé, de l'éolien, les premiers pas en zone nordique, de la biomasse, des balises, du Nunavik. Est-ce que le diesel est vraiment fini ou le Nunavik ou il y a d'autres choses qu'on peut faire? Et on terminera par les barrières à l'implantation des énergies renouvelables et on parlera aussi du futur. À rappeler sans doute que cette présentation-là, comme d'autres, sera aussi disponible ultérieurement, donc vous pourriez en prendre connaissance de façon détaillée plus tard. Mon objectif, c'est de vous faire parcourir un petit peu les grandes lignes. Euh, à cet effet, pour planifier le Nord, c'est toujours comprendre les engagements gouvernementaux et dans le plan Nord 2015-2020, comme vous voyez à l'écran, il y a des engagements qui ont été pris qui nous donnent un petit peu des pistes sur quoi on doit s'enligner. Donc, entre autres, tout ce qui est développement industriel, dont le développement minier, aura besoin d'énergie, que ce soit sous forme d'approvisionnement électrique, de se relier au réseau existant, même malgré les distances. L'autre élément important, c'est pour minimiser les coûts, il y a le gaz naturel, d'assurer d'avoir un prix compétitif pour améliorer la rentabilité des mines. Puis en plus, il y a beaucoup d'avantages environnementaux d'utiliser cette énergie-là par rapport à d'autres domaines. Actuellement, à ma connaissance, la mine Stornoway utilise déjà du gaz naturel via la route des Montiches qu'on a construite pour approvisionner son usine et ça a aussi permis de réduire grandement ses coûts énergétiques. Et donc, cette volonté d'utiliser le gaz naturel, bien sûr, devra s'étendre à l'ensemble des activités dans le Nord, pas seulement dans les activités minières ou à d'autres endroits appropriés. Suivant. Donc, dans les priorités d'action, pour compléter cette partie-là, il faudra aussi compter sur des initiatives locales, comme soutenir les projets hors réseau. Dans la présentation, entre autres, j'indiquerai des exemples comme notamment une centrale hydroélectrique qui se verra dans le village inuit d'Inukjuak. Et bien sûr, l'augmentation, l'allègement du réseau, de l'agrandissement qui va être fait. Et aussi, il y a une problématique qui est moins connue pour les personnes de l'Abitibi-Témiscamingue ou la partie Beijing. C'est toute la notion d'approvisionnement en hydrocarbures sur la côte nord, qui, eux, sont dépendants de la desserte maritime. Et c'est aussi une préoccupation d'assurer une stabilité d'énergie à cette région. Dans les thématiques que je vais aborder, la première, c'est l'hydroélectricité. On sait que sur le territoire, depuis les années 70, il y a beaucoup de développement. Je voulais prendre 2-3 minutes dans les prochaines diapositives, vous expliquer quelques points, principalement reliés au dernier projet hydroélectrique Eastmain-Sarcelles, qui a entraîné un détournement de rivière en vue de turbiner plus d'énergie. Et ce détournement de rivière-là a aussi donné des impacts environnementaux appréciables. Et ce qui est intéressant de savoir dans les références, c'est que ça, depuis
30 ans qu'il y a une intervention sur le territoire. Il y a beaucoup d'études afin de trouver des solutions pour minimiser les impacts. Et dans la prochaine, on verra une des techniques qui a été utilisée autant du point de vue énergétique que pour réduire les impacts des communautés locales qui utilisent la chasse et la pêche. Lorsque vous aurez accès à la présentation, dans le lien ci-dessous, vous verrez, il y a une courte vidéo qui nous fait le tour de la situation. Mais ce que je voulais présenter aujourd'hui, c'est de façon globale, avec ces études-là, ces répercussions, dans les innovations, c'est de faire des débits réservés, donc une quantité d'eau minimale dans la rivière afin de s'assurer d'une qualité de pêche acceptable et de ne pas nuire. Donc, ces technologies-là donnent des avantages environnementaux d'expérimenter de nouvelles choses. L'autre aspect que j'aimerais souligner aussi, la suivante, c'est les aspects sociaux. C'est quand même important. Donc, dans les projets hydroélectriques, surtout dans ceux de la baie James, la participation des communautés locales via Désolée. J'ai pas ma souris habituelle en plus. Pas de problème. Via des programmes du Québec. Aussi, c'est qu'il y a deux choses. L'acceptabilité sociale, donc impliquer déjà les trappeurs dans la partie planification des travaux, en vue notamment de faire des aménagements qui permettent leur utilisation traditionnelle du territoire, que ce soit des quais à votre gauche et à votre droite, des rampes pour monter un bateau d'un lac à l'autre. En plus de minimiser les impacts là, sur les activités traditionnelles, souvent ce type d'aménagement-là est réalisé à l'échelle locale. Donc, c'est le trappeur avec quelques-uns de ses amis qui réalisent les travaux. Donc, on voit qu'il y a un double bénéfice de faire ces aménagements-là, en plus de l'activité, mais bien sûr, ça crée de l'emploi à l'échelle locale. Suivant. Donc, en dehors de l'hydroélectricité, ce qui se développe beaucoup sur le territoire, c'est les aspects éoliens. Vous avez sans doute entendu parler du projet de la mine Raglan. Sous le lien, il y a un excellent reportage de découverte qui a été fait il y a quelques années. L'expérience était aussi tellement profitable qu'il y a une deuxième éolienne qui est construite. Donc, je n'ai pas les chiffres, mais ce qui est facile de voir, là, les centaines de milliers de diesel, de litres qui n'ont pas besoin d'être brûlés parce que l'énergie a été compensée par l'éolien, a permis, entre autres, de sauver des coûts à l'exploitation minière, mais surtout à diminuer l'empreinte environnementale du territoire en ayant moins de dégagement d'hydrocarbures, que ce soit lors du chauffage et aussi les étapes préalables qui sont dans la production d'hydrocarbures. C'est une expérience qui est à grande échelle importante. Suivante, oui. Et donc, on peut se questionner, est-ce qu'on peut reprendre cette initiative-là à l'échelle du territoire? C'est pour ça que dans cette partie de présentation que je vous parle de la pointe de l'iceberg, bien déjà au milieu des années 2000, dans les plans régionaux de développement du territoire, il y avait déjà eu des pistes de solutions pour dire, bon, comment qu'on pourrait faire l'éolien à la baie James? Entre autres, il y avait 3 sites qui étaient identifiés à l'aide des communautés locales. Fait il y avait un début d'acceptabilité, mais c'est surtout, comme vous pouvez le voir, il y a une question de rentabilité, le fait de pouvoir se brancher au réseau existant. Ça permet aussi de donner un avantage éolien. Donc, on peut voir que l'aspect éolien, il y a quand même du potentiel en région si on continue à travailler ensemble pour mieux le documenter et en vue de le développer. Prochaine. Une autre chose que je voulais mentionner dans ma présentation, c'est que c'est sûr que ce soit l'énergie éolienne ou d'autres énergies, il faut s'assurer de la participation des communautés autochtones, autant dans la planification et même dans les retombées économiques en copartenariat. Plusieurs ont suivi dans les journaux des dernières années le projet éolien de Apuat par la communauté Innu, près de cette île. Donc, c'est aussi un incontournable de s'assurer de la participation locale. À titre d'information, si on va à la prochaine diapo, pour
pourquoi on parle de participation locale? Bien entendu, dans ce cas-ci, c'est les Inuits à Ashwaubenon, près de cette île. Dans leur territoire traditionnel, ils ont aussi des aires de trappe, là, des réserves à castors comme à la baie James. Ils utilisent le territoire. Donc, cette activité-là se déroule sur le territoire. Donc, c'est bon de les prendre en préoccupation, autant dans l'aspect impact environnementaux que dans l'aspect participation au développement. Dans la prochaine, on va aborder une autre source d'énergie. C'est relié à la biomasse. C'est aussi quelque chose qui est en croissance. Donc, déjà là, dans la politique, on a ciblé quelques actions, que ce soit d'améliorer la chaîne d'approvisionnement, que ce soit soutenir l'innovation et aussi, bien sûr, implanter des centres sur le territoire. La prochaine. Déjà là aussi, dans les dossiers existants à la baie James, il y a beaucoup de projets intéressants déjà réalisés. Comme vous voyez sur les deux flèches rouges, à Chapet ainsi que dans la communauté Cri-Doudji-Bougumou, il y a des centrales thermiques qui sont à la biomasse qui donnent de l'énergie à l'échelle locale. Fait qu'on voit déjà que ces projets de grande envergure peuvent se réaliser sur le territoire. Et bien sûr, dans la réflexion, la documentation du début des années 2000, qui va être quand même mise à jour probablement les prochaines années, on peut voir qu'il y a plein d'initiatives à l'échelle locale, que ce soit des granules et autres. Donc, il y a aussi un bon potentiel de développer l'aspect énergétique biomasse à la baie James. Et bien entendu, l'aspect biomasse, il y a aussi des impacts environnementaux. Donc, dans l'étude que vous verrez en bas de page, en bas de page, que vous pourrez consulter de façon plus détaillée, il y a eu des études concernant les impacts, l'émission de CO2, tous les impacts environnementaux, pour en arriver à un coût optimal, donc calculer la distance de l'usine à la source d'approvisionnement en forêt pour minimiser les impacts. Donc, il y a un aspect de bénéfice. Et en bout de ligne, c'est que le fait d'utiliser la biomasse, ça se fait en minimisant les impacts environnementaux et il y a un gain aussi de diminution de gaz à effet de serre. Donc, c'est quelque chose aussi à prendre en considération avec cette énergie-là. Bien sûr, le Nunavik est relié, son énergie n'est pas reliée au réseau, donc ils doivent se chauffer avec du diesel. Donc, ça fait beaucoup de réservoirs pétroliers. Et à l'échelle plus locale, il y a déjà des projets qui sont en développement. Entre autres, là, Hydro-Québec a commencé à implanter des panneaux solaires à Quactac. Dans leur future usine, une nouvelle centrale énergétique au diesel à Tasuya, qui est déjà prévue aussi dans la partie, en plus de la partie diesel, d'avoir aussi des panneaux solaires pour, sans vous induire en erreur, mais peut-être aussi sauver peut-être jusqu'à 5 d'énergie. Mais 5 si on met ça sur les quantités de pétrole ou de barils à sauver, c'est quand même un impact non négligeable. On voit déjà que malgré la rigueur du climat, l'aspect développement et innovation continue sur le territoire. Prochaine. Et peut-être certains d'entre vous le connaissent, mais lorsqu'il y a eu l'entente de développement économique avec les Inuits, ça s'appelle le Sanarutik, c'est un petit peu la mini paix des braves que les Inuits ont signé. Dans cette entente-là, on retrouve en annexe là, les rivières qui sont déjà identifiées comme un potentiel hydroélectrique dans le futur. Bien sûr, avant de les implanter, ça va prendre des études de rentabilité et autres, des consultations des communautés, des études d'impact et autres. Mais on voit déjà que pour aborder le développement du territoire, on a déjà le terrain de jeu ou les paramètres connus des rivières qu'on pourra utiliser de façon plus détaillée pour éventuellement produire de l'énergie dans 20 ou 30 années. Une petite parenthèse, quand je vois le mot la rivière Nastapoka, Hydro-Québec a décidé récemment de retirer ce projet-là parce qu'à cet endroit-là, il y a un grand parc
un aire protégée, donc, et les coûts, la rentabilité de l'usine, étant donné qu'il fallait aussi transporter sur temps distance, fait que le projet de Nestapoca ne sera pas présent. Mais on voit déjà que la table est mise pour le futur. Prochaine. Et comme je vous mentionnais en début de présentation, il y a des initiatives locales. Plusieurs d'entre vous connaissent sans doute la centrale hydroélectrique dans la communauté CRI de Wiminji. Mais à l'échelle locale, plus au nord, Inukjuak aussi, après plusieurs années d'études, de recherche, en formant aussi une collaboration, a développé son propre projet de mini-centrale sur le territoire en vue aussi de diminuer leur dépendance au diesel. À ma connaissance, avec ou sans COVID, là, ça devrait commencer les travaux cette année là, pour l'aménagement qui va se dérouler sur quelques années. Suivante. Et bien sûr, dans le domaine nordique, il y a quand même aussi des pistes de solutions localisées. La communauté CRI de Wapmagoostou envisage de chauffer son aréna avec des granules qui pourraient être transportés par barge du sud de la province, que ce soit via le quai de Wiminji ou par la route la plus grande là, vers l'est, le fleuve et autres, mais probablement que rapport qualité-prix, ça serait peut-être plus rentable via Wiminji. Fait qu'on voit déjà que des nouvelles énergies et biomasse peuvent s'implanter pour réduire la dépendance au Nunavik. Suivant. Donc, le tableau, c'est pour clore cette courte présentation-là, c'est bien sûr si on veut implanter des revenus renouvelables dans les communautés hors réseau, que ce soit à la Côte-Nord ou au Nunavik et dans ces régions-là. C'est bien sûr qu'il y a des barrières. Je vais en nommer quelques-unes. Ce que je trouve intéressant de cette étude-là, c'est qu'on voit bien vraiment que dans les contraintes environnementales, c'est bien sûr les conditions climatiques, des barrières économiques, mais comme on a vu dans les présentations précédentes, là, il y a un moyen de faire des petits aménagements pour rendre ça rentable. Il y a des barrières logistiques. Oui, il faut s'approvisionner, il faut amener le matériel et autres. Les barrières sociales, s'assurer que les communautés locales soient partie prenante en avant. Il ne faut pas arriver là avec un projet clé en main, que ce soit éolien ou solaire. C'est s'assurer de les impliquer en amont pour répondre aux besoins. Et bien sûr, pour résoudre ces problèmes-là, il y a plusieurs façons de minimiser les impacts, mais plusieurs sont bien connus. C'est entre autres, c'est augmenter l'efficacité des génératrices en place. Hydro-Québec a un plan de remplacement de plusieurs centrales, entre autres au Nunavik, pour les rendre moins énergivores. Bien sûr, c'est à l'échelle plus locale des logements, d'avoir des produits moins énergivores en énergie. Et aussi de combiner, on ne l'a pas vu dans cette présentation-là, mais de plus en plus, il y a des serres qui se développent au Nunavik à proximité soit des centrales ou de d'autres sources. Fait qu'aussi, de combiner l'énergie et la production alimentaire, c'est une source de succès. Pour clore la suite, le futur, pourquoi pas rêver? Bon, si on veut faire des nouvelles, tantôt je parlais de créativité, d'innovation, mais on pourrait faire des pylônes de forme humaine, qu'on pourrait transporter l'énergie. Eh bien, détrompez-vous. La suivante. C'est une fausse nouvelle. C'est pas vrai. Fait que tout ça pour vous dire que lorsqu'on parle d'énergie dans le Nord, il faut être vigilant en ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, puis pas aussi de pas se faire aligner vers des fausses solutions, malgré qu'il faut demeurer créatif, fait qu'il faut demeurer vigilant. Et en terminant, je vous ai présenté brièvement le dessus de l'iceberg, mais pour connaître tout ce qu'il y a sur le territoire en potentiel, en possibilité, en impact sur les communautés, bien, quoi de mieux de faire du réseautage? On en a deux cet après-midi. Un, le secrétariat, et bien sûr, la personne qui va me suivre, éco-leader, qui va présenter des choses. Donc, c'est très important de poursuivre nos réflexions pour trouver ce qui se cache là, dans le projet énergétique du Nord. Et dans les deux suivantes, bien sûr, je vais pratiquer mon Inuktitut. J'ai resté 2 ans et demi à Kujwak, Nakormik, même mon CRI, Chineshkemum, un gros merci.
Et à la fin, la dernière diapositive, là, il y aura moyen aussi de me rejoindre pour poser, en plus de cette présentation-là, poser d'autres questions ou des interrogations, ou ceux qui veulent étudier à distance à l'Université de Sherbrooke sont bien ouverts ou sont bien équipés aussi. Fait que, j'espère que cette courte présentation a quand même répondu à certaines attentes. Fait que je cède la parole à Jacqueline pour l'animation. En fait, je vais prendre la parole. Denis, merci beaucoup pour ta présentation. C'était très, très intéressant. Je suis certaine qu'on pourra se reparler à un autre moment aussi. C'était fort, fort intéressant. Puis je pense qu'avec toutes les informations que tu as mises sur ton PowerPoint, là, on va pouvoir en savoir plus aussi. Donc, dans le fond, c'est ça. Moi, je me présente, je suis Isabelle Leblanc, je suis l'agente du Fonds Éco-Leader pour l'Abitibi-Témiscamingue. Je vais partager avec vous mon écran pour vous présenter visuellement ma présentation. Donc, alors, je suis très contente de vous voir en si grand nombre aujourd'hui. En fait, c'est mon premier webinaire et ça s'est bien passé pour la présentation, donc j'espère que vous allez apprécier. Aujourd'hui, je vous présente le Fonds Éco-Leader. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont déjà entendu parler. Je vais vous présenter les objectifs, les rôles des agents et du programme. Je vais vous parler également d'autres programmes de financement qui sont disponibles et qui pourraient répondre aussi à vos besoins. Je vais vous présenter 2 cas d'entreprises qui ont réalisé des projets au Québec en efficacité énergétique. Puis, à la toute fin, là, je pourrai répondre à vos questions là, via Jacqueline, par le chat. Donc, le ministère de l'Économie et de l'Innovation a lancé en 2019 le programme Fonds Éco-Leader afin d'aider les entreprises à entreprendre des démarches en pratique d'affaires éco-responsables et en technologie propre. Je vais vous expliquer là, un peu plus tard en détail qu'est-ce qu'on entend là, par technologie propre et pratique d'affaires éco-responsables. Mais avant, je voulais parler des bénéfices et des freins pour une entreprise qui désire entreprendre une telle démarche. Parce que d'entrée de jeu, le Fonds Éco-Leader a été pensé de façon à améliorer la compétitivité des entreprises, mais aussi leur empreinte écologique. Donc, c'est des bénéfices des 2 côtés. On voit ici, donc, pour ce qui est des bénéfices, je dirais d'abord qu'il y a une réduction des coûts de fonctionnement et d'exploitation des ressources. Donc ça, en départ, on observe une réduction des coûts en général. Une réduction des coûts de consommation d'énergie, de consommation d'eau, de consommation d'essence, une réduction des risques financiers également parce qu'on sait qu'un déversement de contamination amène des forts coûts pour une entreprise, mais également qui est un désastre pour l'environnement. Donc, ça engendre des coûts. Les nouvelles réglementations aussi qui rentrent en vigueur viennent augmenter le coût des ressources et aussi le coût de rejet, donc des déchets, des gestions des matières résiduelles par la suite. Ça a aussi un impact au niveau des ressources humaines, donc pour une entreprise qui a comme valeur l'environnement, donc peut amener une meilleure fidélisation de sa clientèle parce que les gens, en général, aujourd'hui, veulent acheter pour une entreprise qui a des valeurs éco-responsables. Ça permet également d'attirer et de retenir de la main-d'œuvre. Je m'explique, les jeunes générations veulent travailler pour des entreprises soucieuses de l'environnement et qui s'impliquent dans leur communauté.
Donc, pour toutes ces raisons-là, il y a de nombreux bénéfices à entamer des démarches en environnement pour une entreprise. Évidemment, il y a certains freins, des freins qui sont justifiés par souvent un manque de temps. Les entreprises sont dans le day-to-day, ils n'ont pas le temps de mettre en place ces démarches-là. On parle aussi d'un manque d'expertise à l'interne, parfois, ou l'absence de ressources qui peuvent être adaptées pour porter un projet. Un manque de ressources au niveau financier, qui apporte aussi des difficultés d'investissement, puis un rendement qui est difficile à évaluer au départ. Ce que le gouvernement a mis en place est le Fonds Éco-Leader, justement pour répondre à ces freins-là. Les principaux objectifs du Fonds Éco-Leader, donc améliorer la compétitivité des entreprises et son bilan environnemental. Conseiller, mettre en relation avec des experts, orienter vers les bonnes ressources. En fait, on veut faciliter la vie des entreprises. On veut être la porte d'entrée pour les projets liés aux pratiques éco-responsables et aux technologies propres. Les entreprises éligibles, donc les entreprises à but lucratif, les organismes de développement, pas les organismes de développement économique, mais je veux dire les entreprises d'économie sociale, les OBNL, qui ont 40 de revenus d'activité, les entreprises ayant comme actionnaire majoritaire un conseil de bande ou une communauté nordique, et les coopératives. Deux leviers sont à la disposition des gens pour ce qui est du Fonds Éco-Leader. Premièrement, une expertise. Il y a 18 agents répartis sur tout le territoire du Québec qui offrent, dans le fond, leur soutien dans la recherche des outils, dans la compréhension du programme, puis aussi des différentes sources de financement. C'est une enveloppe de 18,5 millions de dollars qui est disponible pour tout le Québec. Donc, il n'y a pas d'enveloppe sectorielle. Moi, Isabelle Leblanc, qui est agente pour la région, je suis hébergée au Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. Le bureau est situé à Rouyn-Noranda. Le Conseil régional de l'Abitibi-Témiscamingue, qu'on dit CREAT, a pour mission de promouvoir la conservation et l'amélioration de l'environnement dans une optique de développement durable. Il y a maintenant un nouveau créneau qui est la sensibilisation des entreprises aux pratiques éco-responsables et aux technologies propres. La venue de l'agent du Fonds Éco-Leader les a amenés à développer ce nouveau créneau. L'offre de service de l'agent est vraiment au niveau de l'orientation de l'entreprise vers les outils, vers les experts. Donc, on aide à la mise en relation avec un expert qui peut répondre à une problématique. Puis aussi, on aide l'entreprise à trouver un programme de financement qui pourrait répondre à ses besoins, que ce soit le Fonds Éco-Leader ou un autre programme. On peut aussi jumeler des programmes pour le montage financier, on va le voir tout de suite. Donc, pour ce qui est du volet pratique d'affaires éco-responsables, ça peut s'élever jusqu'à 30 000 $ par entreprise pour un maximum de 50 % des demandes admissibles. On parle de réalisation d'études et d'analyses, élaboration de plans d'action concrets et accompagnement dans l'implantation qui sont chacun 10 000 $, qui peut aller jusqu'à 10 000 $. Le montage financier, donc, on parle de 50 % du Fonds Éco-Leader. On va chercher un autre 25 % d'autres contributions publiques en dehors des programmes là, du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et on demande 25 % en contributions privées. Qu'est-ce qu'une pratique éco-responsable en termes du Fonds Éco-Leader? C'est des pratiques de gestion qui visent à améliorer la performance économique et la productivité de l'entreprise tout en répondant à un enjeu environnemental.
On parle de réduction de la consommation d'eau, de matières premières et d'énergie. Ça peut être aussi dans l'utilisation des matières recyclées, de se doter d'une politique de développement durable pour orienter les choix et les décisions de l'entreprise. Ça peut être de mettre en place un plan pour la gestion des matières résiduelles, d'évaluer le potentiel d'utilisation et le partage de certaines matières résiduelles entre entreprises et développer de nouvelles sources de valorisation. Pour le volet technologie propre, pour la réalisation d'études et de plans d'action, ça peut aller jusqu'à 35 000 $ et l'accompagnement préalable à l'acquisition, 15 000 $. L'aide financière peut s'élever jusqu'à 50 000 $ par entreprise pour encore un maximum de 50 % des dépenses admissibles. Il faut savoir que le Fonds Éco-Leader subventionne des honoraires professionnels et non pas l'acquisition comme telle d'une technologie. Ce qu'on entend par technologie propre et quels sont quels projets on pourrait réaliser dans le cadre de ce volet-là. On pourrait réaliser les diagnostics et audits des pratiques et processus et procédés actuels, l'évaluation des occasions d'acquisition de technologies propres, l'identification des barrières empêchant l'acquisition de technologies propres et des leviers d'implantation, des études comparatives de différentes technologies propres, des études techniques de préfaisabilité et de faisabilité, et de l'appui dans la recherche de fournisseurs de TP, de mécanismes de financement et de sources d'approvisionnement, ainsi que dans la prise de contact avec ces fournisseurs. On voit ici le déroulement du processus d'octroi, donc pour le dépôt d'une demande. Je ne l'expliquerai pas plus longuement. Moi aussi, ma présentation va vous être envoyée par la suite, donc vous allez pouvoir la consulter. Vous voyez ici la page d'accueil du site Internet du Fonds Éco-Leader, qui est une plateforme web là, avec de nombreux outils. Donc, vous avez un endroit où vous voyez outils d'éco-orientation. Vous pouvez voir qui sont les différents agents à travers le Québec, dont votre agent dans le nord du Québec. Trouver des ressources aussi, que ce soit un expert qui est inscrit au Fonds Éco-Leader ou le guide pour déposer une demande. Il y a aussi un endroit où vous pouvez découvrir des entreprises qui ont développé des projets qui sont intéressants en ce sens-là. Je vous en présente ici un cas qui est la bergerie du Faubourg, qui a développé une mini-centrale solaire et éolienne. Elle a réalisé des économies d'électricité et évité d'utiliser une génératrice diesel de secours. Donc là, il y a eu plusieurs retombées pour l'entreprise, dont des économies annuelles de 2000 litres de carburant et d'huile, des frais d'électricité réduits, le système a été rentabilisé là, en 3 ans. Les retombées du projet pour l'écosystème, ça a été vraiment une réduction des gaz à effet de serre, puis une réduction des risques de déversement de carburant qui, comme je disais tout à l'heure, sont coûteux autant financièrement que pour l'environnement. Je vous présente ici Newmont Goldcorp qui, avec son système de ventilation sur demande, a eu aussi de très bonnes retombées au niveau de l'entreprise. Donc, on parle d'une réduction de plus de 80% de la consommation électrique. Les ventilateurs sont allumés seulement au besoin et la vitesse de rotation en fonction du débit. Il y a des économies d'environ 6 millions par année en coûts énergétiques. C'est quand même très énorme parce qu'on parle d'une consommation énergétique annuelle d'une mine conventionnelle, c'est autour de 9,8 millions en comparaison avec la consommation de cette mine qui est de 3,4 millions. Les retombées du projet pour l'écosystème, donc l'environnement, on parle d'une réduction de la consommation d'énergie, soit une réduction des besoins en air qui sont passés de 1,2 million de pieds cubes par minute à 750 000 PCM. Donc, c'est un projet qui a été élaboré, je crois, en 2018, oui, c'est ça,
puis qui a eu des belles retombées. Voici maintenant d'autres programmes. Je ne vous les présenterai pas de long en large, puis vous allez voir dans mes diapositives, il y a un lien vers chaque programme. Donc, vous allez pouvoir consulter par la suite. Je vais présenter quelques programmes de transition énergétique Québec, TEC. Je vais vous présenter Énergir et Solutions efficaces. Donc, TEC a un programme qui s'appelle Éco-performance. Donc, vous voyez le lien en bas de l'écran qui s'adresse donc aux entreprises. Ensuite, dans le fond, dans les mesures associées à ce programme-là, on peut parler de récupération de chaleur et d'énergie. En le fond, ça pourrait être d'utiliser des rejets thermiques d'un procédé ou d'un voisin pour chauffer le bâtiment et l'eau chaude domestique. Tout à l'heure, M. Ouellette a parlé qui est intéressant, le transfert de chaleur qui peut être fait d'une entreprise à l'autre. Donc, c'est, par exemple, un projet qui pourrait être fait dans les serres, utiliser la chaleur pour une autre entreprise. La récupération de chaleur évacuée par les équipements de refroidissement pour chauffer le bâtiment et l'eau chaude. Donc, ça, c'est des exemples de mesures associées à ce programme-là. J'en ai listé plusieurs que je vais vous laisser consulter par la suite. Le programme Chauffer vert pour les entreprises, qui est intéressant aussi. Le lien est à la fin. Ça peut être de chauffer à l'aide de pompes à chaleur géothermiques, chauffer à l'aide de pompes à chaleur aérothermiques. Donc, plusieurs programmes qui apportent des solutions intéressantes. Le programme Rouler vert, qui est pour les entreprises également, pour ce qui est de l'achat de véhicules électriques et aussi pour le remboursement de bornes de recharge au travail ou à domicile. Transporter vert pour les entreprises, donc pour réduire les gaz à effet de serre au niveau du transport. On sait que le transport est une des sources de gaz à effet de serre la plus majeure là, au Canada. Le programme Innovation, qui a pour but de soutenir l'innovation en matière d'énergie et de réduction des émissions de GES au Québec. C'est un programme donc qui est destiné à soutenir l'innovation. Je vais vous présenter aussi le programme Énergir qui permet de subventionner pour l'efficacité énergétique, dans le fond, pour faciliter l'acquisition d'équipements à efficacité énergétique supérieure. Ça peut être pour l'achat, par exemple, d'un chauffe-eau, d'une chaudière ou d'un aérotherme, par exemple, mais qui a vraiment des procédés qui sont moins énergivores, qui sont plus efficaces. Je vous invite à aller le consulter. Et finalement, le programme Solutions efficaces d'Hydro-Québec pour la construction ou la rénovation d'un bâtiment ou d'une usine afin qu'elle soit plus efficace énergétiquement. Donc voilà, c'est déjà rendu la fin de ma présentation. Je vais terminer mon partage d'écran. Je vais maintenant être disponible s'il y a des questions. J'espère avoir bien répondu et bien expliqué qu'est-ce que le Fonds Éco-Leader. Puis je vous remercie beaucoup. Je vais remercier aussi le secrétariat pour l'invitation. C'est vraiment apprécié. Le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue est très heureux d'avoir fait cette alliance avec votre organisme. Merci. Merci Isabelle. On va passer à la période de questions. Il y a déjà quelques questions qui d'abord, on va s'adresser à M. Audette. On demande, entre hydroélectricité, éolien, biomasse, tout ça, il y a des avantages et des inconvénients. Et M. Ferret demande, quels conseils donneriez-vous pour discuter avec les communautés d'accueil pour une meilleure acceptabilité? Faudrait se démuter, Denis. On va vous donner la parole. Voilà. Et voilà, je ne sais pas si les personnes puissent me voir. Oui, en tout cas.
Effectivement, c'est une bonne question. Puis d'entrée de jeu, je dirais que c'est que la manière d'aborder la solution, c'est de trouver le besoin. Fait que la première étape, c'est d'aller identifier le besoin. Est-ce que c'est un besoin d'énergie, c'est un besoin de nouveau développement, c'est un besoin de réduction? Fait que en- en- déjà là, dans la consultation, ça permet de rentrer en contact et par la suite, que ce soit avec les différentes communautés, CRI, Inuit et autres, il se crée une bonne relation de discussion. Fait que c'est vraiment lorsque vous avez une idée dans la tête, de communiquer dès le départ et aussi de s'assurer auprès des organismes qui sont déjà en place. Je prends exemple le grand gouvernement de la nation CRI. Ils ont déjà des personnes qui sont dans le domaine de l'environnement. Fait que des fois aussi, en discutant avec les organismes qui appuient les communautés, ça vous permet aussi de ne pas dédoubler et de savoir la bonne porte d'entrée. Et entre autres, là, ici, bien sûr, le secrétariat peut être une porte, mais c'est la façon d'interagir. C'est d'arriver là à un esprit d'écoute pour savoir quel est le besoin, puis développer la solution avec eux. Question de M. Larbi. Pour vous, M. Odette, dans la biomasse, je pense que vous avez dit que nous diminuerions l'émission d'oxyde de carbone. Comment est-ce possible? En plus, il faut quand même utiliser le mazout pour transporter cette biomasse. Bonne question. Je ne suis pas, en partant, je vous dis, je ne suis pas une spécialiste, mais ce que je trouvais intéressant dans la référence que j'ai trouvé quelques lectures, c'est que oui, il y a des impacts, mais donc dans une étude fine, c'est là qu'on peut voir quels sont, d'amoindrir les impacts. Par exemple, dans ce que j'ai lu, si l'approvisionnement en ressources de biomasse est situé à 200 ou 300 km de l'usine, les coûts ne sont pas rentables. Entre autres, il y a une question de coûts et aussi de dégagement, comme vous dites, là, de CO2. Fait que dans l'analyse fine, ça permet de voir, de minimiser les impacts. Et dans l'étude qui a été faite au Saguenay, en collaboration aussi avec une communauté autochtone Innu, ça a permis de maximiser, de dire, bon, quelle est l'allocation d'usine, quels sont les intrants à prendre en compte pour s'assurer éventuellement et que la nouvelle énergie ne soit pas plus dommageable. Mais de façon globale, c'est une bonne énergie, mais comme toute chose, les études préliminaires peuvent voir, s'assurer de prendre en compte les différents impacts, là. Merci. Question pour Mme Leblanc. Est-ce qu'il y a un agent d'écolidar pour le nord du Québec actuellement? Actuellement, c'est l'organisme Fonds Nord qui héberge l'agent Écolidar, mais présentement, ils sont à la recherche d'un agent du Fonds Écolidar dans le nord du Québec. En attendant, vous pouvez me consulter moi si vous avez des questions, puis vous allez avoir toutes les informations, mes coordonnées pour me rejoindre. Autre question pour M. Audet. On demande pourquoi on doit consulter les Inuits de la Côte-Nord, avant d'entreprendre un projet, alors qu'ils n'ont pas de traité comme la Convention de la baie James. Pourquoi est-ce que ce serait nécessaire? De façon sommaire, effectivement, c'est que il est éprouvé avec les droits ancestraux, ça date au temps de la proclamation royale. Fait que les droits d'utilisation de territoire sont reconnus pour l'ensemble des nations du Québec. Donc, les droits sont reconnus. Éventuellement, c'est mieux d'être conclu par un traité, mais si là, la Constitution canadienne aussi préserve les droits des communautés et aussi, il y a eu la Colombie-Britannique, il y a beaucoup des communautés autochtones comme chez nous au Québec qui n'ont pas de traité, ont eu des jugements. Un qui est bien connu, c'est le jugement de la nation Taku-River, qui prouve qu'avant que la couronne ou un intervenant intervienne sur le territoire, il se doit de communauté. Fait que donc, dans la jurisprudence aussi, confirme l'utilisation du territoire et ce qui a été fait en 2000, en 82,
pas la Charte canadienne, oui, ben, la nouvelle Constitution canadienne aussi, là, fait que c'est reconnu dans cette ordre-là. Donc, on a l'obligation de les consulter. Question pour Isabelle Leblanc. Monsieur Larry demande s'il y a un moyen de forcer la main aux compagnies afin de suivre les modèles du Fonds Écolidar. Est-ce qu'il y a des... J'imagine que c'est un peu poussé dans le bon sens pour forcer un peu la main aux entreprises de suivre ces modèles-là parce qu'ils sont très, très intéressants. Bien, en fait, un moyen... Le seul moyen que je... Comme ça, vite fait, là, ce que je peux répondre, c'est que je ne sais pas de quelle sorte d'entreprise vous parlez, mais par exemple, pour un consommateur, un moyen de forcer la main d'une entreprise, c'est de ne pas consommer son produit s'il ne répond pas à nos valeurs. Donc, c'est une façon, mais là, je ne sais pas exactement vous parler de quoi, mais on ne peut pas forcer la main des entreprises, mais on peut les encourager puis les sensibiliser. Puis c'est aussi pour un employé qui a des valeurs environnementales, va choisir l'entreprise pour laquelle il a envie de travailler. J'imagine qu'on parle un peu aussi, peut-être que je suis dans le champ, mais d'un genre de certification. Tu sais, s'il y avait une certification... S'il y a une certification, oui, mais c'est ça vient, c'est toujours une volonté de l'entreprise de prendre ces démarches-là. Peut-être, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question à Denis Audette? Si le projet de gaz naturel au Saguenay ne fonctionnait pas, quels seraient les impacts, notamment sur le secteur minier? Puis avant de répondre à cette question-là, juste pour enchérir sur la discussion tantôt, c'est que une entreprise comme Mineraglan et Léonard sont des leaders dans leur domaine. Fait qu'il y a aussi un effet de démoulement. C'est que les entreprises vont traîner les autres vers le haut. Fait que c'est aussi une autre façon de motiver les changements des autres. Fait que, effectivement, le gaz naturel, je ne suis pas spécialiste de la domaine, mais actuellement, il y a déjà beaucoup d'approvisionnements qui se font à partir des ressources déjà présentes ou accessibles via des entrepôts au Québec, donc pour desservir soit la Côte-Nord et aussi, comme je mentionnais, la mine Stornoway en gaz naturel. Fait qu'actuellement, les besoins sont déjà là pour répondre aux initiatives. Le projet du Saguenay, un des buts, c'est d'exporter à l'extérieur. Fait qu'à brève échéance, l'énergie disponible déjà en gaz naturel pourrait aussi être disponible à nos usines, même aux domaines miniers, même si l'autre projet est retardé dans le temps, là. On va terminer maintenant la période de questions, étant donné qu'on va laisser la parole à Mme Hamelin pour la conclusion. Oui, merci beaucoup. C'est très intéressant comme présentation et surtout les questions. Merci aux participants de poser ces très bonnes questions. En conclusion, vous allez me permettre, s'il vous plaît, de partager de nouveau mon écran pour la vidéo. Alors, en rappel, parce que j'aimerais juste vous informer que nous avions à l'horaire une conférence annuelle en juin 2020. Elle est reportée en juin 2021. Alors, mettez ça dans votre agenda, s'il vous plaît. En juin 2021, nous aurons notre conférence sur l'énergie et l'environnement qui aura lieu à Amos. Nous aurons des prochains webinaires qui seront offerts au mois d'août. Alors, soyez à l'affût de nos invitations, de nos courriels qui vont vous inviter à nos prochains webinaires très bientôt. Et notre journée maillage qui est très courue et qui a du succès, ça va être notre 17e édition en décembre prochain. Alors, mettez à votre agenda le 9 décembre prochain, ici à Val-d'Or, au Forestel. Nous aurons notre journée maillage, là où c'est des rendez-vous d'affaires planifiés. On réussit à faire au-delà de 700 rendez-vous d'affaires dans une journée. Alors, c'est une journée très, très, très effective. Et
et vous devez absolument être là. Alors, au nom du secrétariat, au nom de l'équipe, en fait, de Maggie et Jacqueline avec moi, j'aimerais remercier vraiment chaleureusement nos conférenciers. Alors, merci Denis, merci Isabelle, merci à tous nos participants de se joindre à nos webinaires et au plaisir de vous revoir très bientôt, j'espère. On a hâte de vous revoir, de vous voir face à face. On a bien hâte de faire ça. Alors, à la prochaine et on se revoit bientôt. Et n'hésitez pas à poser vos questions directement aux conférenciers ou par nous. Merci beaucoup. Au revoir.